Bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ce sujet va vous parler. Bienvenue à tous, je vous laisse rentrer au fur et à mesure. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sofiane, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Je perds le compte moi-même. Donc on va faire ce live sur le syndrome de l'imposteur. En souffrez-vous justement? Je rappelle pour ceux qui le souhaitent qu'il y a le petit widget questions où vous pouvez poser toutes vos questions. On y répondra dans la seconde partie du live. Si on n'y répond pas déjà dans la première. Donc on va être en live aussi avec Violaine Capet. Je vous rappelle, le petit lien il est épinglé ainsi. Ici, si ça vous intéresse de la consulter, n'hésitez pas. Vous aurez aussi bientôt son Instagram. Et je vous rappelle aussi, le titre est juste en dessous. Le syndrome de l'imposteur, en souffrez-vous? Donc bienvenue à tous. On va se connecter très rapidement avec Violaine. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari et je donne donc la parole, comme toujours, aux professionnels. Alors, on va se... Bonjour Violaine, comment vas-tu? Bonjour Charlotte, très bien, merci. J'espère que tu vas bien en ce mardi. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur le syndrome de l'imposteur. Je vois que ça parle déjà à pas mal de monde. Les personnes sont actives. Très bien. Violaine, comme toujours, avant de commencer ce live, avant de parler du syndrome de l'imposteur, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, je suis Violaine Capet. J'ai une carrière déjà longue derrière moi avant d'avoir fait du coaching, puisque j'ai travaillé donc dans le public, auprès de collectivités territoriales, à l'Assemblée nationale. Je suis avocate de formation, donc j'ai travaillé dans des cabinets, puis 15 ans en entreprise, voilà, où j'ai exploré, observé voilà, toute la psychologie du monde du travail finalement. Et à la faveur d'un burn-out, donc d'une crise de sens, je me suis reconvertie et donc je me suis formée au Québec, puisque c'est vraiment là d'où vient le coaching. Et j'accompagne maintenant toutes les personnes qui souhaitent vivre une vie professionnelle plus épanouie, qui cherchent plus de sens, qui cherchent leur ikigai et qui cherchent éventuellement aussi à dépasser leur syndrome de l'imposteur. Super, merci Violaine. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur, donc c'est intéressant aujourd'hui qu'on en parle. Alors justement, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Alors, le syndrome de l'imposteur n'est pas un trouble mental, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas non plus, ce qu'on entend souvent, un synonyme du manque de confiance en soi. C'est un trouble spécifique en fait de la confiance en soi qui fait qu'on va attribuer en fait notre réussite non pas à quelque chose qui vient de nous, à des raisons qui viennent de nous, mais à des raisons qui sont extérieures à nous. Exemple, ok, j'ai réussi, mais franchement, le jury était hyper sympa, très clément, ouvert, voilà. Ok, j'ai réussi, mais c'est pas grâce à moi. C'est mon équipe qui a très bien travaillé et dont j'ai recueilli en fait les fruits d'un travail qui était collectif. Ou ok, j'ai réussi, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée pile poil sur le sujet que je connaissais bien. Voilà, c'est des personnes qui en fait vont pas ressentir, vont pas du tout intérioriser le fait que bah, si ils sont bons, ils sont efficaces, euh, ils ont réussi, tout simplement. D'accord. Donc c'est un espèce de piège de la pensée. C'est assez surprenant à observer. C'est vraiment un piège de la pensée qui va faire que on se sent complètement extérieur à la réussite. On a du mal à accepter des compliments, on a du mal à voilà. Il y a une forme de dissociation entre la connaissance de la réussite et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et la joie, normalement, que ça doit nous procurer, et puis une forme de narcissisme qu'on doit. Il y a un bon narcissisme de temps en temps, il est important de le ressentir. D'accord. Donc, tu viens de nous dire plus ou moins ce qu'était le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a des signes finalement? Comment on sait ce qu'on a le syndrome de l'imposteur? Tu nous as déjà plus ou moins dit que bah, c'est pas forcément lié à la confiance en soi, que c'était qu'on avait du mal à s'octroyer un peu les bénéfices de son travail. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter là-dessus? Oui, alors on retrouve. Alors, on est bien d'accord, quand on a le syndrome de l'imposteur, on se dit que la réussite et l'image qu'on a de soi-même, c'est deux choses qui sont indépendantes. Donc, ce que va faire la personne qui a un syndrome de l'imposteur, c'est d'essayer de le masquer. Donc,
un des signes qu'on peut très vite observer, c'est des personnes qui se mettent un stress pas possible au travail, par exemple, et qui sont susceptibles de faire un burn-out. Donc, ça, c'est le cas typique. Donc, c'est la grande majorité des personnes que je reçois. En fait, au cours du parcours de coaching qu'on fait à la suite d'un burn-out, on se rend compte à quel point la personne, on se pose la question de savoir pourquoi cette personne était dans la démesure dans son travail et puis ne s'est pas rendu compte qu'elle allait vraiment trop loin. Très souvent, à l'origine, il y a un syndrome de l'imposteur. Donc on a un stress. En fait, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas assez, il faut qu'on soit 3. Donc on va travailler 3 fois plus que tout le monde. Okay, on a aussi des gens, alors ça c'est assez, c'est pas drôle, hein, mais je veux dire, c'est des personnes qui peuvent être complètement dans la procrastination. D'accord. C'est-à-dire, comme de toute façon, la notion de réussite est extérieure à nous, autant rien faire. Parce que là, pour le coup, voilà, on est. Ce qu'on pense, l'intention qu'on a et ce qu'on ressent à l'intérieur, au moins est cohérent avec ce qu'on fait. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être des passages de l'un et de l'autre. D'accord. On peut passer de l'un à l'autre, en fait, de manière très excessive et très facile. Ça peut être aussi des personnes qui ont tout à coup envie de s'enfuir, de changer de boulot, vraiment de partir d'un seul coup, par peur d'être démasquées. Et voilà, donc elles sont dans la peur et elles se disent que si elles changent de job, voilà, ce sera une manière de sortir d'un piège en fait qu'elles ont, qui est intérieur, qui n'est pas extérieur. Mais voilà. Il peut aussi avoir un syndrome d'ordre un peu dépressif, forcément. Enfin, ce stress est très compliqué à gérer et à la longue, on peut ressentir ça. D'accord. On peut aussi parler de typologie, c'est-à-dire que on va retrouver donc le syndrome de l'imposteur chez les perfectionnistes. On n'a pas de mal à le concevoir. Donc ça va être un booster extraordinaire, le perfectionniste. Il y a les personnes aussi qui sont extrêmement le type expert, vous voyez, celui qui D'accord. Très spécialisé dans un. Voilà, il faudra qu'il démonte la machine, qu'il soit au courant de tout. Comme ça va le sécuriser. On a un profil que je rencontre très souvent aussi, et je trouve que c'est bien d'en parler 2 secondes, c'est celui des personnes qui sont au potentiel, bizarrement. En fait, ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, en tout cas celles qui rentraient dans le moule scolaire, ces personnes-là ont pendant tout un temps eu une scolarité assez facile, rapide. Elles n'avaient pas vraiment besoin d'apprendre, et puis tout roulait. Et puis arrive un moment où non, il faut apprendre. Enfin, voilà, il n'y a pas le choix pour obtenir certains diplômes. Il faut s'y mettre. Ou à un moment dans la scolarité, il faut s'y mettre. Et alors là, c'est la découverte totale en fait, qu'il faut faire un effort et que tout ne coule pas de source. Et donc la personne peut avoir la sensation tout à coup de se sentir bête. D'un seul coup, c'est compliqué. Voilà. Donc, et du coup, se déprécier énormément. C'est-à-dire une espèce de prise de conscience, mais en fait, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, mais en fait, je suis bête. Autre possibilité, les HPI qui ne sont pas du tout scolaires, eux qui vont devoir faire beaucoup d'efforts pour rentrer dans le moule, ces personnes qui vont confondre en fait niveau d'intelligence et niveau d'instruction, ils vont penser, alors on sait bien que l'école utilise et exploite, entre guillemets, fait grandir 3 niveaux d'intelligence, mais qu'il y en a presque 12, voire 13 aujourd'hui. Et donc, ils vont avoir la sensation qu'en fait, ils ne sont pas du tout à la hauteur. Donc ça, c'est vécu dans l'enfance et c'est vécu de manière extrêmement intime. Et c'est une espèce de blessure narcissique qui peut grandir voilà, au fur et à mesure de sa vie professionnelle. D'accord, justement, oui. Continue, Violaine, continue. Oui, on a aussi les supermen, superwomen, voilà, qui dans tout leur domaine de la vie veulent tellement être à un niveau d'excellence que elles ont forcément, elles se mettent la barre tellement haut qu'elles ont aussi plus d'occasion que d'autres de voir que c'est compliqué d'être au top tout le temps. Et on a bizarrement aussi des personnes qui sont extrêmement dévouées, qui vont faire passer les autres tout le temps avant, puisque eux-mêmes se sentent plus ou moins un petit peu inférieurs aux autres, donc ils vont avoir une posture un peu sacrificielle. Donc on voit que ça fait des gens très très différents, pour différents, voilà, dans différentes situations et avec des blessures, si je puis dire, qui sont assez différentes et qui peuvent être assez complexes. Alors Violaine aussi, sur le syndrome de l'imposteur, on voulait savoir d'où il venait. Finalement, tu nous en as plus ou moins déjà dit. Il est issu de l'enfance, c'est ça? Alors, je dirais que c'est un mélange d'inné et d'acquis.
comme la plupart du temps. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, il peut avoir donc, elle peut naître dans l'enfance. Alors, ça peut être effectivement le système scolaire qui induit ça d'une certaine manière. Ça peut être aussi dans la famille. On peut, il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a, justement, on fait des types, enfin, on caractérise l'enfant d'une certaine manière. Donc, on va Oui. dire, par exemple, c'est l'aîné qui est le bon en classe. Donc, ça veut dire qu'en fait, le cadet va se vivre comme étant moins bon, éventuellement. Donc ça, c'est des D'accord. constructions qui se font dès l'enfance. Et puis, voilà, après avec ce qu'on rencontre, ce qu'on sait de soi, les expériences qu'on vit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui se déroule. Je pense qu'il quand même, c'est intéressant juste d'appuyer sur le fait que il y a vraiment plus de femmes que d'hommes qui Ah, ont ce d'accord. syndrome. Et la raison a été pas mal identifiée, hein, à la fois par des psychologues et des sociologues d'ailleurs, qui en fait ont mis en lumière le fait que le syndrome, en fait, comment dirais-je, le travail, le monde du travail était d'abord habité par les hommes. Et donc les codes du travail sont plus masculins que féminins. Et Ouais. donc, les codes enfin, qui sont liés à la réussite sont masculins, c'est le statut, le pouvoir, un poste voilà, bien en haut de la pyramide, c'est tout ça. Or, les femmes qui sont arrivées quand même beaucoup plus tard sur le marché du travail n'ont pas intériorisé ces codes. Et pour elles, souvent, alors attention, hein, j'accueille aussi plein d'hommes qui ne rentrent pas du tout dans Bien l'archétype sûr, bien sûr. masculin. Je tiens vraiment à le préciser à cette étape-là. Mais pour les femmes, il y a peut-être plus la notion de se sentir utile, efficace, de donner du sens, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'inné auparavant. Et du coup, elle n'intériorise pas du tout la réussite parce qu'en fait, pour elle, la réussite, c'est voilà, c'est waouh avec voilà, c'est une notion de pouvoir, de statut, ça brille, c'est fort, c'est musclé et ça ne leur correspond absolument pas. Donc, en fait, elles font leur job comme il faut, mais elles ne ressentent pas en fait intérieurement quelque chose de brillant et de fort comme soi-disant, elle devrait ressentir. Donc, il y a cette dissonance et le piège de la pensée se nourrit de ça. D'accord. Je pense que bah, du coup, tout ce que tu dis parle beaucoup aux personnes. On a déjà pas mal de témoignages des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Du D'accord. coup, comment finalement on pourrait se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est pas simple. Et comme beaucoup d'interlocuteurs, enfin voilà, de personnes que tu interroges ici ont dû te le dire, déjà prendre conscience de ce qu'on ressent et de ce syndrome, c'est déjà une grande partie du chemin. Donc voilà, cette prise de conscience, apprendre à mieux se connaître, identifier donc ce piège de la pensée qui nous fragilise énormément. Parfois, pour titiller un peu les personnes, quand je sens qu'il y a quelque chose mais que ça ne vient pas, j'utilise ce petit truc, c'est que je leur expose comment une personne qui n'est pas bienveillante, voire un peu manipulatrice en entreprise, peut se servir en fait de ce syndrome de l'imposteur pour faire d'elle vraiment tout ce qu'il souhaite. D'accord? C'est vraiment, puisque comme la personne ne se sent pas assez, elle va être en Ouais. quête tout le temps Et de les donner des personnes se preuves reconnaissent ainsi. qu'elle veut. Voilà. Et donc, ça, généralement, C'est voilà, parlant. ça dégage quelque chose parce que c'est souvent des personnes qui essayent de donner le maximum, qui sont étonnantes dans leur capacité à douter d'elles-mêmes et à se remettre en question. Et à partir du moment où je leur fais comprendre qu'elles sont une proie facile pour des gens qui seraient pas bien intentionnés, il y a Ouais. quelque chose qui vient. Voilà, et c'est bien, c'est bien, Ouais. une forme de fierté qui peut, voilà, qui peut arriver et qui leur permet du coup d'identifier vraiment mieux ce qui se passe et pour guérir de ça, il y a pas d'autre solution de travailler donc, enfin, de reconnaître ce qui se passe, de travailler sur des éléments extrêmement concrets D'accord. pour essayer de comprendre. Ah, il y a un petit bug, Violaine. Je sais pas si ça va revenir. Je Ah, pense. Ça y est. ah, Non. On y est. Oui, c'est bon. ah, Petit bug. c'est bon. On a été Ben, resté au moment à des exemples concrets, oui, des actions voilà, vraiment concrètes. des exemples concrets. On liste en fait sur une trajectoire de vie professionnelle
vraiment les événements marquants et pour lesquels on a réussi de manière très très détaillée. Et là, on s'interroge vraiment sur la place de la personne et sur le mérite qui lui revient de manière absolument personnelle. D'accord. Ça c'est vraiment très 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 important de travailler comme ça pour se rendre vraiment compte. Parce que c'est souvent des personnes qui vont se mettre la barre très très haut. Donc en fait, elles vont surtout voir tout ce qui reste à accomplir, mais Ouais. elles ne seront pas forcément conscientes de tout ce qu'elles ont quand même déjà fait. Et donc ça c'est mon job à moi. C'est quand même de rendre à César D'accord. Donc ce qui lui en appartient. thérapie, finalement, c'est aussi possible de travailler. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de combien de séances on peut travailler sur le syndrome de l'imposteur? Toi, comment ça se passe? Alors, en une dizaine de séances maximum, ça peut être dépassé, sachant que moi, je travaille vraiment dans le temps. Et donc, entre les séances, il y a des supports qui permettent à la personne d'avancer toute seule, de se rendre compte de D'accord. choses toute seule. Et que généralement, voilà, au bout de 6 mois, il y a vraiment quelque chose qui devient positif. Il y a des prises de conscience très intéressantes parce qu'en fait, quand on s'attache à ça, on se rend compte que dans le monde professionnel, entre guillemets, on s'est un peu fait avoir aussi, et puis c'est dommage, en fait, on s'est fait Ouais. mal tout seul, mais que aussi dans la vie courante, enfin, de couple, amical, enfin, voilà, on ouvre les yeux sur un certain nombre de choses, ce qui est tout à fait salutaire. Et l'idée, c'est voilà, de se recentrer sur soi et de De croire en savoir ce soi. qu'on vaut finalement aussi. Voilà. Voilà. Merci Violaine déjà pour tous ces conseils. Alors, je vais regarder s'il y a des questions qui ont déjà été posées. Alors, une personne qui dit souffrir du syndrome de l'imposteur, mais passe son temps à dénigrer les autres et se proclamer meilleur que tous. Est-ce qu'on peut vraiment parler du syndrome de l'imposteur dans ce cas-là? Eh bien, c'est pas complètement. Alors, là, il s'agit de personnes. Ouais. Alors, je ne sais pas parce que j'en sais trop peu pour Bien poser sûr. un diagnostic. Alors, soit la personne est un peu, enfin, n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur et c'est une personne qui est absolument écrasante et et voilà, qui dit ça pour obtenir encore plus ce qu'elle souhaite. Enfin, je ne sais pas comment le traduire. Ou c'est une personne qui oui, non, je vois pas comment ce soit. Non, parce que il y a certaines personnes qui ont le syndrome de l'imposteur et qui peuvent développer, du coup, parce qu'ils ont peur que ça se remarque, euh, des euh, des névroses ou enfin avoir des attitudes extrêmement malveillantes parce qu'elles ont peur d'être démasquées D'accord. et qu'on trouve que enfin, voilà, qu'elles sont effectivement pas compétentes et qu'elles méritent pas d'être là où elles sont, d'avoir le salaire qu'elles ont, etc., etc. Mais là, une personne qui affirme ça haut et fort et qui s'en sert, enfin, je vois pas. Oui, je pense que c'est quelqu'un, peut-être qui va pas très bien. Je sais pas. Je sais Alors, on a pas. une autre Hmm. question. Alors, pour le syndrome de l'imposteur, je suis borderline et hypersensible. Comment s'en sortir? Alors là, c'est pas tout à fait. Peut-être qu'il y a du syndrome de l'imposteur, mais pas que, d'après ce que je peux comprendre. Moi, ce que je fais vraiment de cette question et de ce qui fonctionne, c'est effectivement se faire accompagner et se recentrer vraiment sur soi et ses besoins. Si, parce que l'hypersensibilité est enfin, voilà, quelque chose que je connais bien, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont cette hypersensibilité, qui n'est pas facile à vivre. Et voilà, donc il faut apprendre à l'accepter d'une certaine manière, parce que c'est aussi quelque chose de très beau, quelque chose qui. Et puis il y a beaucoup de côté positif à l'hypersensibilité, puisqu'on apprécie les choses beaucoup plus fort que les autres. Alors ça va dans les deux sens. Mais pour que l'effet négatif soit peut-être moins violent, je pense qu'il faut travailler vraiment sur ses besoins. Si ses besoins sont satisfaits, on minimise le fait qu'on puisse tout à coup exploser euh, et plus contrôler. D'accord. Et je rebondis aussi parce que tout au début de notre conversation, il y avait une autre question sur l'hypersensibilité. C'était une personne qui demandait si l'hypersensibilité, ça favorisait aussi le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on retrouve beaucoup d'hypersensibles? Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Il y a un moment, alors c'est plus ou moins, puis il y a pas mal de notions qui peuvent se ressembler, qui s'entremêlent, mais oui, oui, tout à fait, puisque
quelqu'un de particulièrement consciencieux et quelqu'un qui va être très très sensible au monde qui l'entoure, aux exigences qu'on a sur lui, à la performance de notre siècle. Hein. On vit dans le siècle de la performance, et qui en même temps voilà, ressent les choses très très fortement. Bien sûr, il est beaucoup plus sujet au syndrome de l'imposteur que bien d'autres personnes qui sont beaucoup moins sensibles et qui vont se dire bon, moi je fais mon job, je fais mon heure, et puis après basta. Voilà, la hiérarchie c'est la hiérarchie, et puis après voilà. De toute façon, quand on est hypersensible, il y a cette intensité qui est toujours beaucoup plus forte, et qui fait que oui, tout petit syndrome ou caractéristique peut être décuplé. Ouais. D'accord. On a aussi un témoignage de Madi qui nous dit je suis d'accord avec vous, moi j'arrive pas à voir ce que j'accomplis au quotidien. Même si je fais beaucoup d'efforts, et du coup j'en fais des crises d'angoisse. Ouais, c'est terrible, hein, parce que en fait quand on a le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas assez, on n'est jamais assez, on n'est jamais à la hauteur. Il faut en faire toujours plus. Mais c'est atroce en fait de penser que dans sa tête, ça n'est jamais assez. Parce que peut-être, alors il y a aussi, c'est là où ça rejoint la confiance en soi aussi, hein, c'est ce besoin aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est parce qu'en fait, on vient demander de l'amour des autres, parce qu'on a besoin de se sentir entouré, on a besoin de se sentir compris. Donc c'est très difficile à gérer et difficile à lâcher pour cette raison-là, parce qu'en fait, on est persuadé que si on en fait moins, on va perdre en fait ce lien aux autres, et ce qui fait que on est quand même accepté dans un groupe humain, que ce soit ses amis, ses collègues, etc., etc. Donc c'est très difficile d'entendre ça. En fait, certaines personnes que j'accompagne pouvaient même avoir l'impression que je leur demandais d'aller contre eux-mêmes, et elles me disaient mais tu veux que plus personne m'aime, ou tu veux que, et c'était physique, quoi. Il y avait quelque chose de très très fort là-dedans. Ouais. Alors, il y a aussi Noélie qui demande une précision sur ce que tu as dit. À un moment donné, tu as dit que le syndrome de l'imposteur en faisait des proies faciles. Est-ce que ça veut dire qu'on est facilement manipulable? Eh bien oui. De toute façon, si on n'est pas conscient de la manière dont on fonctionne, et que l'autre, lui, le comprend mieux que nous, il appuie bien sur le bouton. J'ai accompagné comme ça une personne qui, malgré le fait qu'elle avait été récompensée dans son entreprise, qui avait été la meilleure, alors c'était une chaîne, hein, donc là, son magasin avait été élu le meilleur de l'année par rapport aux ventes, par rapport à plein de choses. Elle-même, elle avait rempli, mais plus que tous ses objectifs. Elle avait multiplié pratiquement ses heures par 2 pendant la pandémie. Enfin, je veux dire, sur le plan analytique, enfin sur le plan concret, elle avait la médaille, elle avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, son chef, très incidemment, comme ça, lui faisait des petites remarques sur tiens, mais en même temps, ça c'est pas bien rangé. Ou oui, mais en même temps, ton tableau Excel là, si tu me faisais sous une autre manière, j'arriverais plus à l'exploiter. Tiens, mais en fait, cette personne-là ne faisait jamais de compliments, et exploitait en fait ce sentiment qu'avait la personne que j'accompagnais de ne pas être à la hauteur, parce qu'elle avait été recrutée alors qu'elle n'avait pas eu tout à fait les diplômes qui étaient normalement attendus. Elle aurait dû faire une école de commerce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, elle a travaillé, elle s'est formée toute seule, elle était autodidacte, et du coup, elle était une proie extrêmement facile pour ce manager qui a été odieux avec elle et qui l'a menée à un burn-out. D'accord. Merci Violaine, du coup, pour cette explication. Alors, on a encore eu 2-3 questions qui ont été posées. Comment s'en sortir quand on a eu une période de dépassement de ce syndrome, mais que ça revient? Eh bien, c'est qu'il y a peut-être un petit rappel à faire. C'est que donc c'est possible finalement. Oui, mais quand on dit que ça se dépasse, oui, bien sûr, et heureusement que ça se dépasse. Mais c'est toujours la même chose. Quand on a été en couple, je sais pas comment dire, avec ce syndrome pendant longtemps, ça fait quand même un peu partie de soi. Enfin, je sais pas comment dire les choses autrement. C'est quand même quelque chose qui. On a du mal à laisser s'en aller la chose. Voilà. Donc voilà, il faut savoir que de temps en temps, il y a des petits rappels. Il y a des petits. Il est bon de revenir sur certaines choses. Et parfois, on peut le voir dans un domaine, mais on ne le voit pas dans tous les domaines.
Il y a ça aussi. D'accord. Alors, on va regarder une autre question. Alors, justement, on a une personne qui nous dit et qui témoigne, j'en souffre, ça me bloque au travail et ça me donne envie de changer de poste, de domaine carrément. C'est Oui. exactement ce que tu me disais, du coup, Violaine. Oui. Les personnes que j'accompagne qui arrivent en burn-out ou qui souhaitent faire une reconversion professionnelle peuvent avoir ressenti ça. Et ce qui est très important, c'est que j'accompagne aussi des entrepreneurs dans leur première année. Et par contre, ça aussi, si c'est pas dépassé, ça bloque terriblement aussi. Donc, je veux dire, en tant que salarié, c'est très compliqué à vivre et donc on peut être une proie facile. Mais quand on est soi-même entrepreneur, indépendant, eh bien, il faut absolument pouvoir dépasser ce syndrome. Sinon, ça sert à rien de commencer. Je connais quelqu'un que j'ai accompagné qui a fait ses premiers pas d'entrepreneur et au moment où elle a ses premiers clients, elle leur dit mais vous êtes sûr que vous voulez travailler avec moi? Parce que si vous voulez, j'ai été formée par une autre personne, elle est peut-être mieux. Enfin, et ça venait du cœur, quoi. Elle avait pas encore, enfin voilà, sa posture, elle était pas encore là et elle se traînait encore ce petit truc. Et quand elle s'en est rendue compte, bon bah voilà, elle est venue me revoir et qu'on a vraiment travaillé dessus parce que là c'est quand même important. Je veux dire, si on va chez quelqu'un, c'est voilà, on a besoin d'avoir confiance que le travail sera bien fait parce que sinon on décourage. Voilà, Exactement. L'attitude est importante aussi, ouais. On a Ellie qui nous dit bonjour, est-ce que ce syndrome il peut être une façon pour l'esprit de nous montrer qu'il faut changer d'environnement, être plus en accord avec ses propres valeurs? Tout à fait. Enfin, moi, je pense que dans chaque nœud qu'on arrive à dénouer, en fait, il y a un cadeau derrière, quoi. C'est ce que j'appelle les cadeaux mal emballés. C'est que si on en prend conscience, waouh, la vie après peut être vraiment, vraiment meilleure. Donc, oui, si à partir du moment où on en prend conscience et on le dépasse, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, il y a Widit qui nous demande justement qu'est-ce qui démarque le syndrome de l'imposteur d'un manque de confiance en soi? Alors, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, alors ça se ressemble, hein, mais je vais essayer d'être claire. Quand on n'a pas confiance en soi, on pense qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités pour affronter un obstacle ou pour réussir quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, d'accord, c'est vraiment que nous, en fait, on n'a pas ce qu'il faut pour y aller. Celui qui a le syndrome de l'imposteur, à la limite, il va peut-être moins se poser la question. Il va avoir les ressources, enfin, il va mobiliser les ressources, il va y aller. Par contre, quand on va le féliciter, quand on va lui dire que c'est bien, il va toujours penser que c'est normal et que c'est pas bien. Il va toujours penser que encore une fois, il a eu de la chance, ça s'est bien passé pour lui, c'est parce qu'il a bossé 3 fois plus que les autres et les autres l'ont pas vu. En fait, ça tient à d'autres personnes qui l'ont aidé. C'est vraiment lié, le syndrome de l'imposteur est vraiment lié au concept de réussite. Alors que le concept de confiance en soi est plus lié à sa capacité à mobiliser les ressources qu'on a en nous pour faire quelque chose. Donc c'est assez proche, hein, finalement. C'est pour ça que je dis, ça va ça comme paraît clair quand même la différence, je pense en tout cas. Mais après, on parle de cause attributive en fait. Dans le langage, donc la cause est extérieure. D'accord. Alors, Violaine, on va encore faire une ou deux questions. Il y a beaucoup de questions, mais on n'aura pas tout le temps de tous les faire. Il y a Lily qui me dit, moi, ça me bloque totalement dans mes choix professionnels. J'essaye de créer mon activité, mais je m'auto-bloque. Je n'arrive pas à mettre en avant mon multipotentiel. Ouais. Alors là, on parle de multipotentialisme. Donc, c'est aussi des personnes que je reçois, parce que quand je parlais de personnes un peu atypiques, oui, les multipotentiels se sentent, alors eux, pour le coup, ont un déficit de confiance en eux et parfois ont aussi le syndrome de l'imposteur, dans la mesure où, dans notre société, on recherche souvent des gens qui sont experts dans leur domaine, au niveau professionnel. Donc, on va attendre des lignes toutes tracées, des gens qui ont la vocation, etc. Or, quand on est multipotentiel, on adore plein de choses. On est curieux de plein de choses. Donc, on va grappiller plein de choses qui nous intéressent. Et voilà, un petit peu de psychologie, un peu d'astronomie, on adore les plantes vertes et puis l'univers de la permaculture. Mais en même temps, on adore, je sais pas quoi, quelque chose d'hyper technique comme l'informatique ou autre. Et en fait, pour nous, enfin, quand on est multipotentialiste, on voit pas
on voit pas les choses par catégorie. En fait, on est naturellement curieux et le fil de la pensée nous conduit à explorer un domaine, puis un autre et encore un autre. Et du coup, on se sent pas légitime dans le monde du travail. D'accord. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on a un CV. Enfin, si on disait vraiment ce qui nous passionne, tout ce qu'on adorerait faire et tous les Oui. métiers qu'on aimerait faire, bon, évidemment, on peut pas passer de médecine à bon. Il y a certaines études qui sont suffisamment dissuasives pour que voilà. Mais quoique, j'en connais qui sont capables, enfin, qui sont assez étonnants, de changer complètement de vie ou d'avoir voilà un panel de choses qui les intéressent, qui sont extrêmement diversifiées et qui fait qu'on est beaucoup c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de trouver leur place dans le monde du travail. Et donc, ça peut, créer un syndrome de l'imposteur assez fort, alors qu'en fait, les compétences sont là. Mais on a une image de nous qui n'est pas celle, voilà, qui est vraiment attendue en termes d'experts, d'expertise profonde. Donc D'accord. oui, les multipotentiels sont complètement des personnes. Je les mets un petit peu dans les atypiques, comme les hypersensibles, comme D'accord. qui ont un syndrome de l'imposteur souvent assez fort, malheureusement. Ouais. Mm. Alors Violaine, avant de faire une dernière question, il y a une petite phrase de Lily pour toi. J'aimerais faire mon ikigai car je ne suis pas certaine de pourquoi je suis faite. Donc j'imagine que tu sais. Bienvenue, Elle est bienvenue, voilà. Elle est bienvenue. Tu peux bien évidemment aller consulter Violaine. Elle est spécialisée là-dedans, donc elle se fera un grand plaisir. Voilà. Alors, on va faire une dernière question. Bah justement, on a une personne qui nous dit, moi j'ai l'impression qu'on se moque de moi quand on me félicite. Comment on peut faire pour parer cela? Eh bien, alors, on ne se moque pas de vous quand on vous félicite. Il y a vraiment, voilà, je pense qu'il faut que vous écoutiez ça, bon, sauf si vraiment vous avez affaire à un dragueur invétéré ou que sais-je, qui essaye. Mais voilà, si ça revient tout le temps, c'est que par différentes personnes, c'est que vous le méritez et c'est important de vivre sa réussite. C'est vraiment important de le ressentir. Donc, voilà, s'interroger pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour vous de le ressentir intérieurement? Est-ce que vous ne mettez pas la barre trop haut? Écoutez, il se trouve que à cette personne, ça lui convient, donc tant mieux. Donc oui, peut-être que ça vaut la peine que vous interrogiez un petit peu plus, rien que pour avoir un petit peu plus de satisfaction, voire de bonheur dans votre vie, d'accueillir le mérite et la réussite et voilà, recevoir des fleurs, recevoir des compliments, c'est important pour aller bien. Voilà. Je te Trop dur remercie que Violaine, ça je vous te pose tout, avec moi. ça. Pardon. Je te remercie Violaine du coup pour tous ces conseils que tu as donnés. Bah, j'imagine que tu pourrais encore nous en donner beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller vers Violaine si jamais vous avez des questions encore. Il y en avait au moins encore 5, donc n'hésitez pas vraiment à aller vers Violaine, elle vous répondra. Ton Instagram, si je me trompe pas, c'est ma vie Ikigai. Oui, je pense que, oula, je suis pas sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Logique, Et il mon devrait site s'afficher, mais s'appelle, c'est vrai. Ouais, oui, mon site s'appelle Cap sur Ikigai et je pense que mon Insta s'appelle Ma vie Ikigai, effectivement. voilà. Merci donc Violaine pour ce live, d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir proposé des solutions et d'avoir donné tes conseils. C'était très complet. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ce syndrome de l'imposteur, un petit message à faire passer pour parler de ton cabinet, de toi-même, n'hésite pas. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que je travaille, donc je suis sur le bassin d'Arcachon, mais que je travaille à distance, que la plupart de mes accompagnements sont éligibles au CPF, que j'accompagne généralement sur plusieurs mois pour voir vraiment, vraiment les progrès. Donc, je vous lâche pas, quoi. Je lâche pas ma science et puis après, voilà. Parce que le temps vraiment permet de vraiment mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et voilà, et peut-être que je peux préciser que je propose toujours des séances découvertes un peu diagnostiques qui sont évidemment gratuites et qui dire une bonne heure pour qu'on puisse faire connaissance, échanger sans aucun engagement de part et d'autre. Mais c'est important que le feeling passe bien pour bien travailler, surtout sur des notions qui sont comme ça un peu qui nous dévoilent un peu. Donc on a besoin de se sentir en confiance. Donc, te sentir à l'aise, ouais. Merci, merci beaucoup Violaine, merci. Je te remercie encore pour ce live et je te dis une belle journée à toi alors. Merci et merci à tout le monde. Au revoir. Merci Violaine. Je te laisse quitter avec la petite croix au-dessus de toi comme toujours. Petite croix au-dessus de moi. Oups. D'accord.
Merci à Violaine Capé pour ce live sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'en fin de live, il y a toujours des coupures de son, mais j'espère que vous m'entendez toujours. Je le répète, ce live est enregistré bien évidemment sur IGTV. N'hésitez pas aussi à venir me parler en message privé pour me dire les thèmes de live qui peuvent vous intéresser. Je sais que parfois vous osez pas, mais n'hésitez pas. Je suis quelqu'un de très humain, de très sympathique et je vous répondrai avec grand plaisir. Et je réponds toujours dans la journée, maximum 24 heures. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour toute question, n'hésitez pas à venir me parler en privé. L'Instagram, elle l'a donné, c'est ma vie Ikigai. Et je vous le donne en message privé également. Si jamais vous ne le trouvez pas, je vous passe directement la page. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Ce live sera également en podcast Spotify dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que voir visuellement. Voilà, je vous remercie à tous. Si jamais vous les souhaitez consulter pour le syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas. Il y a Violaine Capé et elle reçoit aussi donc pour l'ikigai comme vous avez pu avoir en question. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.